Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 2! Top 100! Salut JF! Salut Simon, ça va? Ben oui. Alors, pour ceux qui se joignent à nous maintenant, on vous rappelle que le concept de la saison 5 est d'être enregistré en une journée. Une saison, une journée, bam! Une saison, une journée, 100 jeux, 200 jeux, 300 jeux en une saison, en une journée. Donc, semaine 2, nous sommes rendus au jeu 90 à 81. Mais avant tout, JF, on aime ça au moins se mettre un petit peu dedans avant de commencer quelque chose. On pourrait peut-être parler un peu de nos méthodologies qu'on a utilisées pour faire un top 100. Parce que faire un top 100, c'est quand même assez compliqué, on s'entend là. C'est assez compliqué. C'est ça. Au début, au top 100, c'est comme on a-tu assez de jeux qu'on a joué, tout ça. Finalement, on se rend compte qu'on a joué à pas mal de jeux. Je suis au-dessus de 600. J'ai pas le nombre exact, là, mais je suis à peu près dans les 600 jeux joués. Donc, forcément, il y en avait beaucoup là-dedans que je me rappelle plus vraiment ou qui c'était sûr qu'il n'allait pas faire mon top. Mais sinon, il y en avait 200 que c'était pas mal. Il aurait pu les faire, mon top. Donc, en effet, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens. On n'est pas les premiers à faire ça. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup de techniques qui ont été mentionnées ou des gens qui ont dit leur technique. Je sais pas si toi, tu as utilisé ce genre de technique-là ou tu peux peut-être commencer, voir comment toi, absolument. tu t'es pris. Juste une mini note avant. Je me suis remercié. J'ai remercié mon moi du passé pour avoir eu la vaillance et la brillance d'esprit d'aller noter tous les jeux auxquels je joue sur BGG. Oui. Parce que sans ça, sérieusement, ça aurait été impossible de faire cet exercice-là. En fait, il y aurait au moins 200 jeux que j'aurais oublié de comptabiliser là, dans le top. Là. En effet, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on faisait plus avant. Mais de toujours tout noter les jeux qu'on joue sur BGG. Et je le fais moins, mais je le fais surtout pour les nouveaux jeux. Dans le sens que un jeu que j'ai déjà joué, je ne vais pas nécessairement aller sur BGG et dire j'ai joué là, ce que je faisais avant. Mais un nouveau jeu, là, je vais essayer de quand même aller lui donner une note puis le rentrer dans cette base de données-là qui est super pertinente, là, justement pour savoir lesquels tu as joué puis t'aider à classer un peu tout ça. Absolument. Donc, ma méthodologie a été principalement d'aller chercher un lot, en fait, d'aller chercher pratiquement l'ensemble de ma liste sur BGG, d'aller chercher l'ensemble des jeux que j'avais sur BGG, de les mettre dans un fichier Excel. Et l'exercice standard là, qu'on va dire pour faire un top 100, l'algorithme, si on veut, manuel qui permet de faire ça, c'est on prend un jeu, on regarde le jeu qui est juste au-dessus de lui et on dit est-ce qu'il est meilleur que ce jeu-là ou non? Et là, s'il est meilleur, on le monte. Et on va comparer avec le jeu au-dessus. Il est-tu meilleur que ce jeu-là ou non? Et là, on monte, et là, on monte. Et on va comparer les jeux comme ça. Je disais dans l'épisode précédent que je fais juste regarder mon top 100 et il commence à changer. En fait, je pourrais constamment le changer et l'évoluer et changer. Lui, il est-tu 56e, il est-tu 58e, il est-tu 53e? Lui, OK. Et des fois, il y a des moments où j'avais fait ma liste, elle était relativement stable. Et là, je prenais un jeu et là, il bougeait de 20 positions. Ouais. Et là, je prenais un autre jeu et là, il redescendait de 15 positions. Puis là, j'étais comme, oh là là, ça peut changer vite. Ouais, puis on s'entend qu'il y a un top 100. Dans un an, notre top 100 va avoir changé forcément. C'est quand même quelque chose qui est tout le temps un peu en évolution. Aussi, forcément, avec les nouveaux jeux qu'on joue et des nouveaux jeux qui remplacent des vieux jeux, donc ils peuvent perdre des positions à cause de ça. Donc forcément, c'est le top 100 de nous en ce moment même, mais forcément, l'année prochaine, il va évoluer. Puis forcément, là, est-ce qu'il est 53 ou 52? En effet, c'est un petit peu dur là, de trouver sa bonne position parce qu'il faut
constamment que tu le mettes en comparaison avec les 99 autres jeux pratiquement. C'est difficile. Parce que oui, c'est ça, comparé en haut, en bas, oui, fine, mais après ça, le jeu qui est 53e, finalement, il est meilleur que le 20e, mais il est meilleur que les autres jeux entre? Ça, c'est bizarre. Effectivement, ça, c'est le genre de choses qui se produit aussi, qui fait que c'est assez... Ça prend comme une espèce de code personnel qui va aussi nous permettre de l'organiser. Parce que des fois, il y a des jeux qui sont vraiment similaires, que t'aimes les deux, mais il y en a un que t'aimes plus que l'autre. Et donc, c'est seulement ce jeu-là qui se retrouve dans le top 100 et pas l'autre. Ouais, Alors que l'autre, exact. dans le fond, il est presque aussi bon. Il Ouais. devrait être les deux, un à côté de l'autre pratiquement. Mais là, tu te dis, je vais pas mettre deux fois le même type de jeu tellement proche dans mon top 100. Mais des fois, oui. Donc, il y a certains jeux qui sont exclus. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'espère qu'on aura la chance de revenir là, sur un peu des méthodologies, des anecdotes de classement. Par rapport à juste, ça. moi, j'ai une méthodologie légèrement différente, en mesure où, j'ai aussi utilisé mon top BGG, forcément. Et chaque jeu que j'ai joué, dans le fond, j'y mets une note. J'y mets une note sur 10. Oui. Mais en réalité, c'est une note sur 100 parce que j'y mets 7,5 ou 8,4. Là. Donc, on s'entend que c'est pratiquement plus une note sur 100. Et c'est un peu, moi, à chaque fois que je joue un jeu, je vais y mettre une note sur 100. Et c'est pas par rapport à d'autres jeux, c'est par rapport à mon feeling personnel. Ouais. C'est plus, j'y vais au feeling. Je suis comme ça, c'est un bon 8, mais je pense que c'est un peu mieux qu'un 8, fait que c'est un 8,3. Ouais. Fait que je vais y aller un peu au feeling comme ça, donc ça va me donner un classement approximatif. T'sais. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait par top, par 20. Fait que j'ai pris un lot de... Je les ai séparés en 5, mon top 100, donc je les ai séparés en 5, des lots de 20. Et dans le fond, mettons, là, je partais de la fin, donc je partais du 100 à 91, à 81 en fait. Et là, j'avais à peu près 30 jeux. Fait que j'avais mon 100 à 70 ou même 120 à 80. J'avais comme plus de jeux qu'il fallait que je fasse fitter, donc j'en avais une quarantaine. Et là, dans cette liste-là, j'essayais de les classer. OK. Fait que je les ai vraiment compartimentés comme ça. Fait que là, il y a des jeux qui ont fait partie de ce 100 à 81-là. Puis il y a des jeux là-dedans, dans la liste, qui, à mon avis, étaient meilleurs que ceux-là. Donc, ils ont fait partie de l'autre lot. Ils pouvaient être transférés d'un lot à Absolument. l'autre. Fait que dans le fond, j'ai parti de 100, puis soit qui étaient expulsés, ou soit qui passaient à l'autre étape, donc qui allaient dans l'autre groupe, donc des 71 à 50. Plutôt 61 à 80. Et dans celui-là, j'en avais encore un peu trop. Puis c'est tout le temps par lot de 20 un peu que j'essayais de les classer. Ouais, Après okay. ça, oui, il y a des jeux qui ont descendu, qui ont changé de groupe, si on veut. Puis forcément, moi aussi, ça arrivait des jeux 80, mais finalement, ils devraient être 30, genre. Ou des jeux que finalement ont traversé parce que j'ai parti de la fin. Fait qu'il y a des jeux qui étaient là au début dans la liste, puis finalement se sont retrouvés dans la liste, dans l'avant-dernière liste, qui ont comme glissé parce qu'ils étaient meilleurs, alors qu'il y en a d'autres qui étaient dans des groupes plus élevés que finalement, il a fallu que je backtrack et que je remette plus loin. Donc, c'est vraiment par compartiment, puis ça m'a permis d'évaluer une trentaine de jeux entre eux pour faire ces regroupements-là. Fait que, grosso modo, c'est comme ça que j'ai fait. Très intéressant, en fait. J'aime bien. D'ailleurs, tu mentionnais que tu avais mis des notes jusqu'à 100. C'est aussi là, ce que moi, je fais dans BGG, un peu comme toi, de façon assez au feeling. Hein. Quand je rentre un jeu, je mets une note. Je prends pas le temps de regarder c'est quoi les 8.3, je le mets là-dedans. Ouais. Je me suis rendu compte après, en faisant ma liste initiale, que ces notes-là, ils étaient loin d'être la vérité quand on commençait à les analyser aussi. Une chose qu'on n'a pas faite non plus, aucun des deux, de ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas fait de grille d'analyse pour chacun des jeux. Ça veut dire que ces jeux-là ne sont pas comme notés sur un système, si on veut, de points. Et ça pourrait être une méthodologie à faire, un peu brutale, là, on s'entend, mais ça pourrait être une méthodologie. Après, même au final, des fois, ces notes-là ne représentent pas exactement le jeu. Oui, parce que ça reste un top 100 de jeux personnel, favoris, personnels, pas nécessairement. C'est pas parce qu'il est plus haut sur la liste qu'il est comme fondamentalement meilleur, ou du moins dans le sens qu'il y a des jeux qui sont peut-être très solides qui vont être même pas dans la liste.
Non, Parce que ça reste une opinion personnelle. Puis... Je prétends pas que mon 91e est le 91e meilleur jeu de tous les temps, en fait. C'est plutôt que c'est mon 91e en ce moment préféré. Donc, c'est quand même des listes qui sont assez subjectives, là. Des fois, il y a des petits cheats, des fois, il y a des petites choses qui se produisent, mais on aura la chance, justement, de revenir là-dessus. Une chose dernier point là-dessus qui est quand même intéressant, tu parlais de catégorisation. Une fois que j'ai fini mon top 100, j'ai classé mes jeux par groupe de 10, donc vu qu'on allait faire 10 épisodes de 10 jeux. Et j'ai regardé quel allait être le premier et le dernier jeu dont j'allais parler durant l'épisode. Et j'ai fait un petit peu de petits ajustements là-dessus pour que ça soit un peu plus climatique, qu'il y ait plus de tension. Le dernier jeu, c'est toujours... Fait que des fois, ils sont changés, ils passent de premier à dernier, mais de 80... Tu changes ton top juste pour le spectacle? Ouais, tu sais, c'est juste pour le show. J'ai pas fait exprès, là. Si c'était pas... C'est juste comme on dit tantôt, qu'il soit 53 ou 58... c'est dur de vraiment faire la différence entre les deux. Donc, au moins, comme ça, ils sont placés d'une façon un peu... climatique. Oui. Puis, une chose qu'on va remarquer, je sais pas si c'est le cas aussi pour toi, mais moi, mes blocs de 10 ont littéralement des thématiques qui pourraient être comme, mettons, mes types de jeux favoris, là. Souvent, les jeux d'un même type se retrouvent près dans le classement. Oui, en effet, bizarrement, ça c'est un peu fait naturellement. C'est aussi, moi, je me disais aussi que c'était par rapport à ma préférence de ce type-là, tu sais, dans le sens que, mettons, les jeux de déduction, j'aime ça, mais est-ce que il y en a dans mon top 10? Je sais pas. T'sais. Mais il y en a peut-être 15 entre ton top 20 et 30. C'est ça, exact. Fait que on va y revenir là-dessus parce que j'ai eu des petites analyses justement de mes tops de trucs intéressants à remarquer. Mais on va y revenir un peu plus tard. Je pense qu'on est prête pour le top. Oh oui, aujourd'hui, top 90 à 81. Et tu disais, on va y revenir. Justement, je pense qu'en ce moment, top 90-81, on est trop loin des grosses positions pour encore avoir des groupes vraiment précis qui se créent. Moi, je trouvais dans mes premiers jeux, là, mettons de 100 à 70, quelque chose comme ça, c'est soit des jeux que j'ai joués pas souvent récemment ou des jeux que j'ai joués quand même souvent il y a longtemps. Donc, il y a une espèce de côté soit nostalgique ou soit de nouveauté qui fait qu'ils se retrouvent dans le top 100. Mais on va y aller sans plus attendre avec le numéro 90. Et comme à l'habitude, on va commencer en comparant avec le numéro 90 sur BGG. Sur BGG, en ce moment, c'est Yokohama. Yokohama, là, qui est un jeu justement que j'ai joué une seule fois, qui pourrait très bien être dans mon top 100 éventuellement. Jeu sorti en 2016, mais qui est très cool, en fait. Jeu où on va déplacer des marchands dans la ville, acheter des choses, mais je vous dis ça, mais c'est vraiment pas ça. Difficile à décrire comme jeu quand même, mais ô combien élégant et dense. Un jeu que je pensais qu'il avait passé peut-être plus inaperçu que ça. Pour finalement. Pour être dans le top 90 de BGG, quand même. J'ai pas l'impression qu'il y a eu une belle. Une grande visibilité et tout. Pourtant, dans le top 90, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens qui ont joué, même s'ils sont moins nombreux, ben, ils l'ont vraiment apprécié. Absolument. Bien vu. Intéressant. Exact. Donc, mon numéro 90, il s'agit du jeu Streams. Stream 2011, qu'on m'a souvent comparé à un bingo sur l'acide. C'est un genre de roll and write. En fait, selon moi, là on voit là, de plus en plus roll and write. J'ai pas encore le terme français. Je vais continuer avec celui que j'avais mis en place, mais je suis toujours intéressé à discuter de ça. Choisis et coche. Les jeux de choisis et coche ont la cote en ce moment. En fait, il y en a plusieurs qui sont sortis l'année dernière, plusieurs l'année d'avant, et il y en a plusieurs qui vont sortir prochainement. C'est pas une tendance Le succès de Welcome aussi. Le succès de Welcome a vraiment alimenté tout ça. Ouais. Et le succès de Très Futé aussi, hein, qui est, donc c'est quand même des accumulations pour ce type de jeu-là. Surtout, c'est des jeux que tout le monde peut jouer en même temps, qui ont un bon rythme, que souvent le nombre de joueurs n'est pas significatif. Donc, ils ont plein d'avantages, ces jeux-là. Mais Streams est, si on veut, entre le Yahtzee et Welcome, il y a Streams, qui est sorti en 2011, qui est le bingo sur l'acide. Donc, on va placer des chiffres qui sortent sur une espèce de grille en essayant de faire des séries.
tellement un jeu phénoménal. Justement, tu peux jouer à n'importe combien de joueurs. C'est très simple à comprendre. Très cool. Moi, je suis un grand fan de Streams. Ouais, et en gros, c'est de faire la plus longue ligne de chiffres croissants, hein, puis donc de placer les chiffres dans l'ordre croissant le plus possible. Mais évidemment, on va tirer les chiffres d'un sac. Dépendamment des chiffres, là, il y a des chiffres qui sont là en plus grande quantité que d'autres. Donc, tout ça, c'est des valeurs connues. Donc, tu essaies d'évaluer les chances que ce chiffre-là, qui est sorti une fois, est-ce qu'il va ressortir? Et c'est avec cette décision-là que tu vas essayer de placer ton chiffre au bon endroit pour essayer de faire une seule suite en ordre croissant. Généralement, tu n'y arrives pas. C'est pas si facile. Donc, de faire la plus grande suite, dans le fond, d'en faire le plus grand nombre de suites, le plus grand, en fait. Donc, ouais, bon choix. Très cool. Alors, mon numéro 90, un gros jeu de confrontation. Un gros jeu de confrontation comme rarement je ne les joue. Jeff, je crois pas qu'il y a ça dans ton top. 90e position. Qu'est-ce qui s'est passé, Jeff? 90e position. Un jeu qu'on a même déjà renié de jouer après ça être fait expliquer 100% des règles pour aller jouer à un jeu de couture. Finalement, et c'est le jeu Rex. Final Day of an Empire. OK. Jeff, qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors, la réimplémentation de Dune. Oui, une réimplémentation de Dune. Un jeu qui est quand même, malgré tout, un peu brisé, ou du moins assez asymétrique entre chacune des factions. Et grosso modo, on est des factions. Notre but, ça va être de contrôler les différents territoires. C'est un jeu que j'ai mis dans mon top parce que c'est dans un des rares jeux de confrontation que j'apprécie beaucoup, malgré tout, malgré qu'il y a tous les mêmes problèmes que d'un jeu de confrontation de 3 heures, 4 heures là, qu'on peut avoir, que bon, il y a des factions qui peuvent être un petit peu plus difficiles à jouer. Mais une des grandes forces, c'est le système d'alliance. Je trouve qu'il est superbe dans le jeu. À 2 ou 3 occasions dans le jeu, tu vas pouvoir te mettre en alliance avec quelqu'un. Et ça va être une alliance qui est fixe, c'est-à-dire que tu ne pourras pas briser cette alliance-là jusqu'à la prochaine renégociation d'alliance. Donc, ça se peut que vous soyez 3 dans un team et là, à la prochaine renégociation d'alliance, ça se peut que tu te retrouves seul. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais cette mécanique d'alliance, je la trouve très intéressante parce que je trouve que c'est un des seuls jeux de confrontation qui a vraiment des alliances. Parce que généralement, dans un jeu de confrontation, t'as pas vraiment d'intérêt à avoir des alliances, ou du moins, même dans Game of Thrones, pour moi, c'était pas un côté qui était très intéressant ou qui était mis de l'avant. Et dans Rex, c'est fortement imposé. C'est un jeu qui est quand même assez simple, mais ce qui est vraiment le fun, c'est les différentes factions, à quel point ils sont différentes, à quel point ils se jouent différemment. Je dis qu'il est un peu brisé parce que clairement, tu as des factions qui sont un peu plus dominantes que d'autres. Tu as des factions qui contrôlent l'économie du jeu. Là. C'est quand même assez fort comme pouvoir, comme faction. Mais c'est dans tout le détail de c'est quoi les alliances. Puis justement, ces joueurs-là, soit que tu essaies de te mettre en alliance avec eux pour aller profiter de leur avantage, soit que tu essaies de mettre tous les autres joueurs à dos pour qu'ils restent seuls et donc qu'ils aient le moins d'autres avantages possibles et qu'on puisse lui rentrer dedans ensemble. Mais jeu qui, oui, malgré tout, a fait mon top 100 et c'est le jeu. Je suis mystifié, en fait, Jeff. Je peux pas croire qu'il y a ce genre de jeu-là dans ton top, mais c'est bon. Oui, en fait, t'as tout dit. J'ai rien de plus à rajouter. Numéro 89. Et en 89e position sur BGG, que retrouve-t-on? On retrouve le jeu Stone Age. Oh, le classique. Un classique des worker placement 2008, jeu où on va jouer un clan préhistorique là, et ultra simple avec des dés qui viennent donner une petite part de hasard dans Stone Age, qui est vraiment un classique. Là, je pense que c'est le terme à dire là, pour les worker placement. Je suis content de voir qu'il est encore dans le top 100, en fait. Oui, absolument. Mon numéro 89, il s'agit du jeu Lords of Vegas. L'un des chefs-d'œuvre des jeux de négociation. En fait, un vrai jeu de négociation dans lequel c'est écrit dans les règles que tout est échangeable, sauf les points. Donc, ça va créer vraiment des échanges. On va construire des casinos sur la strip. C'est vraiment marqué dans les règles ou ça c'était Non, c'est totalement vrai. En fait, c'est un jeu qui est... Ça a l'air des règles d'échange à la sim. Non, c'est exactement
exactement. Et c'est pour ça que ce jeu-là, il me fascine autant. C'est que c'est tel quel dit dans les règles. C'est vraiment un jeu d'échange, en fait. Où il y a c'est ça, on va construire des casinos avec des valeurs de dés. Un gros jeu de hasard. Il y a des paris entre les joueurs qui peuvent se faire. Beaucoup d'argent ça, est parié. Jeu de construction de ville, si on veut aussi, parce qu'on va construire des casinos. Seul bémol, pourquoi est-ce qu'il s'il le retrouve si haut, si bas, en fait, si on veut, à 89e position, c'est que c'est... il y a beaucoup de chance et souvent le dernier joueur à jouer à la fin en fait à chaque tour on fait tellement de points et le plateau change tellement parce que les joueurs sont extrêmement riches et ils ont beaucoup de contrôle sur le jeu quand c'est leur tour. Ça fait que le dernier joueur a généralement un très gros avantage parce qu'il est le dernier à avoir fait des points. Où il est le dernier à s'être préparé pour le prochain tour. Donc, ça fait que souvent, le dernier joueur va être gagnant, qui enlève un tout petit peu d'excitation au jeu parce qu'à la fin, c'est ça. Mais sinon, les parties délectables, en fait, on a déjà joué à ce jeu-là costumé. On a créé des fiches de personnages pour ce jeu-là qui avaient des pouvoirs particuliers sur des trades et des deals et des choses différentes. Mais tout ça qui était méta-jeu. Donc, les pouvoirs que tu avais étaient sur le méta des personnages qu'on jouait. Je savais qu'il y avait des règles custom à la Jutra dans ce jeu-là. Je le savais que c'est pour ça. Non, mais c'est pas ça qui fait que ce jeu-là était vraiment excitant, en fait. Là. Ça reste que on a eu énormément de plaisir. On a joué beaucoup à Lords of Vegas, un jeu que j'avais échangé, que j'ai regretté et que j'ai repris dans un échange par la suite. C'est rare, ça. C'est rare. Numéro 89. Mon numéro 89 est un autre grand classique de Martin Wallace. C'est le jeu Steam, sorti en 2009. Un jeu de train. Donc, un jeu de train, de construction de réseau où on va devoir faire passer de la marchandise d'une ville à l'autre pour faire des points. Et plus la marchandise se déplace loin, plus on va faire des points. Un jeu économique, hein, c'est Martin Wallace, forcément. Et un jeu économique, mais dans lequel on part endetté. Et ça, c'est superbe de voir ça. Des jeux où on est endetté parce que c'est ça, la réalité d'une business au début. On doit gérer nos dettes et essayer de réduire nos dettes pour forcément un jour faire du profit et faire des points de victoire et essayer de remporter la partie. Jeu extrêmement tight, très serré, très difficile de garder le rythme parce qu'à chaque tour, tu dois faire plus de points et produire plus et produire plus et produire plus. Tu sens là, la machine qui t'emporte et tu sens la pression que tu as à performer, à rapporter de l'argent pour payer tes dettes, mais aussi pour faire le plus de points et remporter la partie. Jeu aussi où on va à chaque tour choisir un personnage qui va dicter notre action et les actions des autres joueurs. Un jeu que j'ai joué aussi en vrai, mais aussi en ligne, ben pas en ligne, mais sur ordinateur, donc qui m'a permis de faire beaucoup de parties aussi. Ce qui fait que se retrouve se retrouve dans la liste, peut-être un petit peu bas encore, mais quand même dans mon top 100. Ça reste un jeu de 2009 qui date un petit peu, mais qui est quand même un des très bons jeux de train, tant que moi, et c'est le jeu Steam. Oui, bon choix. Je dois avouer encore une fois que c'est peut-être mon inexpérience de ce jeu-là qui n'a pas fait la sélection de mon côté. J'ai beaucoup apprécié mon expérience de Steam, mais c'est ça, c'était un petit peu limité. Numéro 88. Et sur BGG, le numéro 88 est le jeu Descent. Descent, qui est un jeu d'exploration, de campagne. Je ne connais pas trop. En fait, je ne pourrais même pas vous dire si c'est coopératif ou non. Je crois que c'est peut-être un contre tous ou en tout cas, gros jeu d'exploration, de figurines, d'aventure. C'est bien un contre tous, Descent. Ouais, ok, c'est bon. Même que dans la nouvelle édition, le Underlord peut être géré par une application. Ah, ok, oui. Donc, c'est un contre tous, mais en réalité, ça peut être juste un co-op si on joue avec l'application. Jeu, un peu, on est dans la trame du Gloomhaven, là, donc sorti un peu avant, 2012, forcément, mais où on a un personnage avec des cartes et des pouvoirs qu'on va pouvoir acquérir. Des nouveaux pouvoirs pour une prochaine mission et avec un mini-scénario comme ça qui évolue. Donc oui, Descent, quand même un bon choix. J'avais quand même apprécié mon expérience, même si c'est pas mon type de jeu favori, mais c'est quand même assez intéressant.
OK, mon numéro 88, c'est le jeu Summoner War. Summoner War, sorti en 2009. Colby Doge et Played at Game. Vraiment, à cette époque-là, en fait, c'était une époque où j'étais très... je suivais beaucoup l'actualité et j'étais un grand fan de Played at Game et Colby Doge, qui est le designer et le créateur de cette compagnie-là, en fait. On fait aussi, après ça, dans le fond, pas Mouse Guard. Mystique. Mice and Mystics. Mice and Mystics, oui. Voilà. Là, on est qu'au début en plus. Imaginez ça quand ça va faire plus de 10 heures qu'on va enregistrer. Ça va être difficile. Donc, oui, pour revenir à Summoner War, qui est un jeu de cartes avec faction. Il y a eu une petite communauté de Summoner Wars compétitive qui s'est créée brièvement pendant l'espace de quelques mois au Québec. J'en ai fait partie. J'avais mon T-shirt avec ma faction. J'étais allé dans des tournois. J'ai fait des vidéos de Summoner War. Il y a eu quelques petits tournois au Québec. Donc, c'était quand même cool. Mais, c'était la belle époque de Philosophia. La belle époque de Philosophia. En français, en fait. Exactement. Il avait bien poussé. Ben, malheureusement, ça a pas, la communauté n'a pas suivi le mouvement, mais il y avait ce qu'il fallait pour le faire. Je pense que ça a été long avant que les extensions sortent, les autres factions. Mais bon jeu de cartes sur lequel on va avoir notre deck. Là, comme la plupart des jeux de cartes, on se présente avec notre deck et on va dans le fond, s'affronter avec l'autre. La différence, c'est que c'est un jeu tactique. Donc, on est sur un plateau, un échiquier, si on veut, une grille sur laquelle les cartes vont se déplacer. Chaque carte a des façons de se déplacer différentes. Les factions ont des synergies. Bon système de résolution, de dommages sur l'attaque. Donc, il y a beaucoup de choses pour en faire un très bon jeu, là, Summoner War. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Là. Non, intéressant comme jeu. Le fait que ce soit un jeu de cartes, mais tactique, parce que tu as du déplacement sur le plateau, c'est un mix assez le fun. Par contre, j'ai la petite version 2 joueurs, puis pourtant, je la sors pas et je sais pas, il y a quelque chose qui fait que moi, ça m'attire pas particulièrement, mais je comprends qu'il soit là. C'est une belle mécanique, puis c'est quand même assez intéressant aussi les différentes factions, qui fait que c'est beaucoup de rejouabilité aussi à ce niveau-là. Mon numéro 88. Un jeu sorti en 1986. Ouh. Un jeu de politique allemande. C'est inédit comme thématique, même encore aujourd'hui pratiquement. Et c'est le jeu Die Maker. Oh oui. Alors, magnifique jeu de simulation politique dans lequel nous allons représenter un parti politique et nous allons avoir nos convictions sociales qu'on va essayer de pousser et on va, à travers la partie, on va simuler les élections. Donc, des élections dans différents territoires. Et à chaque tour, ça va être, il va y avoir le territoire qui va être aux élections ce tour-ci, mais on va préparer aussi les prochaines élections. Donc, on sait, le prochain tour, ça va être quel territoire qui va avoir une élection et ainsi de suite. Donc, on peut tout de suite aller préparer le terrain pour les tours à venir ou se concentrer sur ce tour-ci, essayer de remporter les élections pour ce tour-ci. C'est un jeu là, assez massif. Hein? On s'entend que c'est un jeu de 1986 qui utilise des mécaniques qui n'existaient même pas vraiment à l'époque. Exact. Très ambitieux comme jeu. Là. Très ambitieux, très massif, mais qui est quand même bien réalisé. On parle d'un jeu où un tour de jeu, c'est 11 étapes à peu près. Donc, 11 étapes dans un tour de jeu. Des tours de jeu, il y en a quoi? Peut-être une dizaine dans la partie. Donc, assez massif. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a 2 mécaniques d'enchères différentes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je trouve que la thématique est bien représentée pour un jeu qui est aussi vieux, mais qui est aussi peut-être dry là, au niveau de l'apparence. Tu regardes, c'est un gros cercle avec juste des cubes. Ça a l'air un peu abstrait et tout. Mais vraiment, vraiment une belle thématique. Un bon jeu. C'est un jeu qui est un peu long. C'est pour ça, je pense, qu'il est aussi bas sur la liste. Là. C'est pas un jeu que tu as l'occasion de sortir souvent. Mais à chaque fois, il y a des choses qui se passent. Puis il y a des situations qui font en sorte que c'est tellement excitant et c'est tellement représentant d'une genre de situation politique que c'est vraiment le fun. Je pense que
je sais pas s'il y a une nouvelle version qui va être éditée de ça, mais il y avait des petits problèmes, tant qu'à moi, d'ergonomie aussi dans le jeu, de iconographie qui était plus ou moins claire. Mais ça reste un très bon jeu là, pour moi, qui est un grand classique des jeux politiques, et c'est Die Maker. Très bon choix. Tantôt, tu parlais de Rex et tu parlais de jeux d'alliance un peu spécial, ou dans le fond, mais il y a ça on aussi sent que Die Maker hein? a une des mécaniques les plus excitantes de ça, où tu forces un joueur à être allié avec toi pour le temps d'une élection. Oui, tu as des contraintes à respecter pour pouvoir forcer là, la main aux ça, autres. tu peux pas juste le faire, mais c'est une des mécaniques qu'il y a dans le jeu qui est, d'ailleurs, JF, si je me rappelle bien, on avait gagné une élection ensemble comme ça, non? Fuck, on avait gagné forcé en alliance avec toi. On avait gagné une élection. 2 fois dans la game, tu m'as forcé en alliance avec toi. 2 fois? Mais alors, on a gagné, non? Alors que j'avais aucun intérêt à faire une alliance avec toi. Il me semblait qu'on avait gagné les 2 fois, mais OK. Donc, ben oui, c'est ça. Non, de toute façon, on va en reparler de Die Maker. Yes. La longueur de ce jeu-là n'est pas tant un conflit pour moi. Numéro 87. Qu'est-ce qu'on retrouve en 87e position sur BGG? Architect of the West Kingdom 2018, un jeu dont on a abondamment entendu parler. Je ne sais pas en quelle année vous êtes quand vous écoutez ça, mais c'est un des gros buzz du moment. Est-ce que dans 2-3 ans, ça va l'être encore? C'est une bonne question. C'est une série de jeux aussi. Moi, je dois dire, je suis vierge de cette série, malheureusement. À chaque fois, je n'ai pas pu l'essayer, le jeu. À chaque fois, je voulais l'essayer et il y a eu quelque chose qui s'est mis dans mon chemin, mais j'ai bien hâte d'essayer ça. Jeff, je sais que toi, tu es quand même un fan de la série. On va en reparler plus tard. On va en reparler plus tard. Magnifique. Alors, mon numéro 87, il s'agit du jeu Skyline 3000. Skyline 3000, Alan Moon, Z-Man Game. C'est à peu près le 4 millième meilleur jeu sur BGG. Le 4 millième, moi, il est 87e. Jeu de construction de ville, on en a parlé plusieurs fois. C'est un jeu de construction de ville où tu construis tes buildings, dans le fond, dans une usine. C'est un jeu du futur, là. Tu construis tes buildings dans une usine et quand ils sont complets, tu les amènes en hélicoptère, tu les apportes en hélicoptère et tu les déposes sur le plateau de jeu. Gros jeu de majorité dans lequel on va essayer de contrôler des quartiers. À chaque fin de ronde, il y a une espèce de petit mini-game spécial qui fait que la ronde est un peu différente, en fait. Concept de majorité vraiment simple, basé sur la couleur et la forme des toits de tes bâtiments. Donc, sa toiture, tu as des triangles, des rondes et des certaines couleurs. Tu vas essayer d'aller chercher des majorités avec ça. Ultra simple quand même comme jeu. C'est un 60 minutes à peine. Du beau matériel. Je comprends pas en fait ce jeu-là, comment ça il a été aussi obscur. C'est un jeu que j'avais acheté 5 $ sur 9. Un jeu neuf que j'avais acheté 5 $ en 2013. Shipping gratuit ou je ne sais pas trop sur Internet, sur un site obscur. Donc, malheureusement, Skyline 3000 n'aura pas eu la popularité espérée. Mais moi, c'est un jeu que j'ai dans ma collection. J'en suis très fier et je trouve que c'est un très bon jeu, en fait. J'ai pas joué, malheureusement. Jeff, un jeu de construction de ville? Je le sais bien, mais là, tu me l'as pas vanté comme étant de game. Mais là, c'est mon 87e meilleur jeu. C'est bon à savoir. On ne jouera jamais, ça veut dire... Mon numéro 87, un jeu de 2018, et c'est le jeu Château Aventure. Château Aventure. GF. J'ai beaucoup aimé mon expérience de Château Aventure. J'en ai pas fait assez. Je ne les ai pas toutes faites encore les scénarios. Mais jeu, donc un peu dont vous êtes le héros, on va vivre une aventure. Il va y avoir un maître de jeu qui va connaître un peu l'aventure et qui va faire la lecture aux autres. Donc, tu as vraiment un maître de jeu et qui se veut un peu le concept de l'ordinateur. Comme si on jouait un jeu d'ordinateur des années 90 à text-based où on va devoir écrire des choses, demander à l'ordinateur si on peut faire ça, prendre tel objet, interagir avec tel personnage. Donc, c'est un peu ce principe-là, mais l'ordinateur, c'est un joueur et ce que j'aime, c'est un peu la liberté de comment on peut prendre en main ce jeu-là. On peut le jouer très
simplement juste faire la lecture, où on peut mettre beaucoup d'ambiance, où on peut respecter les règles, donc d'être très strict au niveau de comment les joueurs vont formuler leurs demandes à nous, et on peut se mettre donc dans la peau d'un ordinateur qui ne comprend rien. Donc, il y a quand même beaucoup de façons qu'on peut le prendre en main, et donc on peut le moduler et le jouer comme on le souhaite, selon le public cible ou selon ce qu'on a envie d'avoir comme expérience. Mais au niveau des jeux design narratif, je trouve que c'est une superbe réalisation. Et donc, ça, c'est le jeu Château Aventure. Effectivement, très intéressant comme choix. Il y a d'ailleurs un scénario là, que je suis prêt à faire en tant que maître de jeu depuis un certain moment, mais j'ai juste pas eu la chance de trouver le groupe pour le faire. Mais ouais, c'est ça. J'ai l'impression par contre que de mes amis un peu plus gamers, j'ai de la misère à l'amener. Peut-être à cause du visuel, peut-être à cause du nom, je sais pas, c'est plus difficile, on dirait, de convaincre les gens. Peut-être un esthétique un peu plus enfantin, faut dire. Ouais, puis ça, malgré des scénarios plus adultes là, dans le jeu. Ce qui est bizarre, en fait, c'est que dans le fond, Château Aventure, c'est le nom du jeu. Mais c'est le nom d'une aventure. Ben de deux, en fait. Il est un peu spécial. Vrai, il est en deux parties, mais c'est le nom d'une des aventures dans le jeu. Fait que là, t'es comme, OK, mais là, c'est Château Aventure, mais dans le fond, là, je te propose le donjon de l'effroi. C'est comme vraiment différent, ou un truc de voyage dans le temps. Mais dessus, c'est juste Château Aventure. Donc ça, c'est peut-être juste une petite confusion, en fait. Moi, je trouvais ça bien cool. J'étais toujours excité par ce jeu-là. Mais j'ai remarqué que j'avais de la misère à convaincre les gens de jouer à ce jeu-là. Je comprends. Ben, en fait, numéro 85. 86. 86, le numéro 86 sur BGG, il s'agit de Forbidden Star. Gros jeu d'espace, en fait, dans l'univers de Warhammer 40 000. Oui, et qui est très inspiré du jeu StarCraft de Board Game. Ah, OK. Jeu que je n'ai pas essayé, Forbidden Star, mais que j'apprécie beaucoup. StarCraft, même si... Il ne fera pas partie de ma liste, malheureusement, de mon top 100. Oh. Mais oui, une genre de réimplémentation du système de StarCraft. Okay, cool. De ce que j'ai entendu. Moi, j'ai pas vu beaucoup de gens y jouer ou pas entendu beaucoup parler, mais quand même 86 sur BGG, c'est qu'il est populaire, hein, puis il a probablement dépassé StarCraft d'ailleurs, qui n'est pas dans le top 100 BGG forcément. Parfait. Ben, mon numéro 86, il s'agit du jeu Mots Rapido. Mots Rapido de Foxmind. Donc, tous les jeux de mots, catégories, tout ça. Ouais, hein, moi j'aime bien ça. là. Mots Rapido, je trouve qu'en plus, il y a l'avantage d'être extrêmement simple et très, si on veut, ouvert. N'importe qui peut rentrer, sortir quand ils veulent. Tu peux jouer une partie qui va durer 1 heure, mais les gens qui ont commencé ne seront pas ceux qui vont terminer. Donc vraiment, ce qu'on va dire, un jeu de party, un jeu d'ambiance, un jeu dans une soirée qui peut rouler toute la soirée, associé trouver, dans le fond, un certain mot dans une catégorie qui va commencer par une certaine lettre. Système très intelligent pour déterminer, dans le fond, quelle lettre va nous permettre de deviner quel mot. Pour moi, ce jeu-là, il y a tout ce qu'il faut pour être dans les meilleurs jeux de party, presque un incontournable dans une collection. Ouais, bon choix. Moi, je suis pas un gros fan de jeux de mots, donc il ne se retrouvera pas dans ma liste, mais ça reste un bon classique, bon petit jeu d'introduction, même qui remplace presque Double d'une certaine façon. Là, dans le sens c'est bizarre, c'est juste à cause que c'est des cartes rondes. C'est juste à cause que c'est des cartes rondes. Ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. C'est vrai. C'est des jeux de rapidité. Puis d'observation, mais c'est tellement des jeux différents malgré tout. Sauf que c'est vrai, à cause que c'est des cartes rondes. C'est le même. C'est les remplacements. C'est 2 jeux qui ont des cartes rondes. OK, mon numéro 86, un jeu que je pense pas avoir beaucoup parlé. Un jeu qui a manqué d'amour. Qui a manqué d'amour dans son enfance. Qui a beaucoup manqué d'amour et qui est vraiment obscur maintenant, je crois. Un jeu de l'auteur Marc-André, surtout connu pour avoir fait Splendor. Mais aujourd'hui, je vous parle du jeu Baronie. Donc, Baronie, sorti en 2015. Un jeu un peu de possession de territoire. Donc, on est sur un territoire avec donc des tuiles un peu hexagonales avec différentes formes. On va pouvoir placer le plateau en début de partie. Et il y a 5 types là, de terrains. Et ces types de terrains-là vont influencer les types d'actions qu'on va pouvoir faire dessus. Mais ce que j'aime de Baronie, c'est que c'est un genre de jeu de confrontation sans que ça soit trop intense. Parce que c'est le genre de jeu que si tu veux pas te faire attaquer, tu as des façons de ne pas te faire attaquer.
Dans le sens que si j'ai 2 personnages sur une case, il n'y a aucune façon que quelqu'un vienne m'attaquer. Il n'y a aucune carte spéciale. T'es protégé. Il n'y a aucun QX, aucun truc, manigance, un doute qui sort une carte rare de son chapeau. Non, ça n'existe pas. Si tu fais ça, donc c'est un jeu de confrontation, si tu veux pas te faire attaquer, tu as des façons de te protéger à 100%. Et ça fait en sorte que c'est un jeu de confrontation, mais qui pour moi est presque plus un jeu de stratégie abstrait, dans la mesure où tu vas profiter du territoire pour créer des zones, te protéger, créer des zones où tu n'auras pas à protéger tes bâtiments, donc tu vas être moins à risque de te faire attaquer par les autres joueurs, et profiter du territoire, des différents terrains qui sont sur le plateau va vraiment te permettre d'optimiser tes mouvements. Mais un des choses que j'aime beaucoup aussi du jeu, c'est comme Splendor, c'est un jeu qui est simple mécaniquement. C'est-à-dire, à ton tour, tu fais une des 6 actions possibles, une des 6 types d'actions, mais on va généralement faire 2 ou 3 actions qui vont être ceux-là qu'on va faire principalement et les autres de temps en temps pour aller chercher des points et tout ça. Un jeu qui est une mécanique de points assez particulière, assez intéressante et un jeu qui est magnifique. En plus, on va placer des grosses cités sur le jeu, puis c'est des gros pions en bois lourds. Pesant, donc c'est pas du plastique, c'est vraiment du bois. Donc je trouve qu'il est magnifique aussi à ce niveau-là. Un jeu qu'on n'a pas assez entendu parler tant qu'à moi, qui méritait peut-être plus de visibilité que peut-être pas plus que Splendor, mais disons un peu plus que ce qu'il y en a eu par rapport à ce que Splendor a eu, malheureusement. Mais moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai joué n'importe quand. C'est le jeu Baronie. Bon choix. En fait, la seule fois que j'ai joué à ce jeu-là, c'est toi qui me l'avais présenté. J'avais bien aimé ça, mais je ne l'ai jamais revu après. Ben c'est ça, exact. C'est un jeu qui est passé un peu inaperçu, donc que j'ai pas eu, que j'ai pas acheté à l'époque, donc forcément il est pas trouvable maintenant. Mais si je le voyais en rabais ou un truc comme ça, c'est sûr que je sauterais dessus. Là. Cool. Maintenant, nous sommes au numéro 85. Et le numéro 85 sur BGG, il s'agit de Teotihuacan, City of Gods. Donc, Teotihuacan, City of Gods. J'ai pas joué. Je sais que c'est un peu la suite spirituelle de Tzolk'in. Ouais. Exact. Toi, t'as joué? Ou? Oui, très bon. Très bon. Écoute, il fait pas partie de ma liste principalement parce que j'ai joué juste une fois. C'est un jeu massif, euro massif, 3 heures, intense, beaucoup de choses à calculer, des belles mécaniques. C'est un jeu qui mériterait que j'y rejoue et qui pourrait faire partie du top 100 forcément. Je suis déjà un grand fan de Tzolk'in. C'est un peu bon, il n'y a pas d'engrenage puis tout, on s'entend, mais il y a une couple de mécaniques assez intéressantes qui, pour les joueurs de gros jeux euro, là, c'est un incontournable de 2018. Absolument, le jeu a l'air vraiment beau en plus, là, donc ça c'est à suivre. Et mon numéro 85, on en a parlé déjà un petit peu plus tôt, il s'agit du jeu Telestration. Donc Telestration, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Le jeu de dessin, le jeu de party, le plus versatile, le plus parfait. Tout fonctionne là-dedans. Tout le monde aime ça mal dessiner puis essayer de deviner des affaires qui n'ont pas rapport. Un des seuls jeux vraiment que la plupart des gens sont unanimes sur le fait de jouer sans les points, de jamais compter rien, de ne pas faire de suivi. C'est un jeu unique, en fait, là, parce que c'est à la limite du jouet, mais en groupe. Là. Ah, on est à la limite du jouet, oui, exact. Mais ça reste que tu pourrais y jouer sans avoir le jeu, hein, ce jeu-là. Ah oui, c'est possible, mais bon, le jeu, il est bien fait pour ça. Le matériel vaut la peine. C'est des crayons effaçables, tu as tes petits pads, c'est le fun. Donc, un jeu qu'on a déjà joué à 15 personnes. On a déjà joué... Bon, il y a peut-être un minimum requis. Là, en bas de 4. Même là, en bas de 6, je ne sais pas si je jouerais. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est magnifique. Alors, mon numéro 85 qui est, si je ne me trompe pas, ben oui, c'est ça, mon premier jeu sur la liste de jeux d'échange, un peu de négo. Et c'est le jeu Sheriff of Nottingham.
Donc, Sheriff of Nottingham est un jeu d'échange, pas d'échange, mais surtout de négociation dans lequel nous allons être des contrebandiers qui allons essayer de faire passer de la nourriture, du petit fromage, des petites pommes dans le royaume, mais aussi des grosses arbalètes, puis la pomme royale, puis des trucs Et plus du rares. poivre. Du poivre et des trucs super rares que le shérif va tenter de récupérer ou du moins de nous attraper avec ses produits de contrebande. Le concept, c'est qu'un joueur, à chaque tour, un joueur va être le shérif et tous les autres joueurs vont être les contrebandiers. On va avoir une main de cartes, on va faire une sélection de ressources qu'on va mettre dans notre petit sac. Et ensuite, quand on va avoir mis les cartes désirées dans notre petit sac, on va le remettre au shérif et on va lui dire ce qu'il y a dans notre sac. Donc, je te remets mon petit sac et je te jure qu'il n'y a que 4 pauvres pommes dans ce sac. Et là, le shérif va avoir deux choix, soit te croire ou soit ne pas te croire et de vérifier le sac. Quoique, tu peux aussi essayer de lui donner un peu d'argent, peut-être lui donner quelques pommes ou de donner des ressources pour l'inciter à ne pas vérifier le contenu de ton sac et peut-être en sortir en passant beaucoup plus de contrebande que tu n'aurais dû. Donc, c'est cette mécanique un peu asymétrique là, du fait qu'à chaque tour, un joueur va être différent, va jouer. Ce shérif va devoir essayer de deviner si la personne est en train de bluffer ou elle dit strictement la vérité. Parce que si le shérif ouvre un sac alors que la personne avait déclaré la vérité, ben c'est le shérif qui doit payer. Donc, le shérif ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est quand même surveillé, mais bon classique. Je pense que c'est un des très bons jeux de négociation bluff. Très solide, bien fait. J'aime beaucoup ce jeu, Sheriff de Nottingham. Ben, je suis content de voir que tu as un jeu de trade dans ta liste. Ça m'étonne. Il n'y en aura pas beaucoup. Ça m'étonne vraiment, mais en fait, moi, vous pouvez imaginer qu'il se retrouve plus haut sur la mienne, donc j'aurai la chance d'en reparler, mais Yes. Sheriff, très, très bon choix. Numéro 84. Et le numéro 84 sur BGG, c'est Raiders of the North Sea. Donc, tantôt, on a parlé minimalement d'Architect of the North Sea. Mais Jeff, est-ce qu'on va parler de Raiders of the North Sea? Ou? Ben, c'est un jeu qui serait probablement retrouvé sur ma liste si j'y avais joué. Ah, OK. J'ai lu les règles, je les connais, je l'ai déjà expliqué, mais j'ai jamais eu la chance de l'essayer, malheureusement. Donc, Raiders aurait pu faire le top. Et j'aime bien les jeux de cette compagnie-là, cette série qui sort. Donc, ça, c'est le jeu du Nord. Tantôt, c'était Architect of the West Kingdom, donc de l'Ouest. Et on va probablement voir les jeux futurs de cette compagnie-là qui vont inclure le Sud et l'Est. Donc, j'ai vraiment bien hâte parce que esthétiquement, visuellement et mécaniquement, très, très solide. Oui, exact. Comme je vous dis, moi, je suis vierge de cette série. Je pense qu'on appelle ça, en fait, la série de la mer du Nord ou la North Sea Trilogy. Ben, l'affaire, c'est que, oui, pour les autres jeux dans ce style-là, mais dans le sens que pour le West Kingdom, ils ont aussi sorti Paladin of the West Kingdom. OK. Tu comprends? Pour chaque destination, donc Nord, Sud, Est, Ouest, il va y avoir plusieurs jeux dans cette série. Cool. Okay. Mais en gros, la série, c'est aussi un peu le jeu des points cardinaux. Là, oui. Donc, il s'inspire des points cardinaux pour avoir une thématique. Donc, le Nord, ben, c'est les Vikings, forcément. T'sais. Cool. OK. Très, très bien. Puis c'est ça, cette série-là est super bien cotée. En fait, on voit déjà, il y en a 2 dans le top 100. Ouais. Et c'est des jeux qui, même s'ils sont très bien cotés, ne sont pas tant connus. Dans le sens que ce pas les jeux les plus populaires qui font parler le plus d'eux. Non, mais par les Eurogamers, par les Euros. C'est des jeux connus parce que c'est du euro à fond la caisse. Exactement. Mon jeu en 84e position, et c'est un jeu qui pourrait être beaucoup plus haut, mais j'ai joué juste une fois et ça fait vraiment pas longtemps. Je joue ensemble, c'était le jeu Underwater Cities. Mm-hmm. Un jeu qui, je comprends un peu pourquoi, va être comparé beaucoup à Terraforming Mars, même si au final, il y a tellement de différences dans ces jeux-là. Ils n'ont pas vraiment de rapport, mais c'est vrai, c'est des gros jeux de ville qui sont sortis à peu près en même temps. Surtout qu'ils sont drivés par les cartes aussi. Hein, il y a un plateau, il y a des choses que tu vas placer sur le board, mais en réalité, c'est beaucoup les cartes qui vont dicter ce que tu vas faire. Et contrairement à Terraforming, on a des plateaux personnels et non un board commun. Oui, c'est ça, exactement. C'est un petit peu plus... on fait les trucs de notre côté, là, donc peut-être un petit peu moins d'interaction entre les joueurs, mais malgré qu'il y en a. Là. Oui, et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié. Je pense qu'il pourrait monter. Est-ce que je vais le jouer assez? C'est le genre de jeu que
faut que tu aies le groupe, hein, puis Ouais, tu puis il faut que joues. si tu l'achètes pas, peu de Tu chance joueras que tu sais, peu pas, de puis là, chance tu que vas jouer le une fois par retrouves. 2 ans, puis là, tu vas jamais t'en rappeler vraiment. Donc, c'est le genre de jeu, j'ai l'impression que si tu joues beaucoup, peut devenir très, très intéressant. À quel point ce sera à voir, parce que j'ai pas joué assez pour le savoir. J'ai bizarrement un jeu qui a l'air d'avoir passé un peu inaperçu, ou du moins un peu sous les radars. Et même moi, je n'étais pas tant excité par le jeu, bizarrement, mais quelqu'un m'a conseillé de l'essayer. Puis, ben, moi, je l'ai joué plus qu'une fois, donc peut-être qu'on va le revoir plus haut. OK! Alors, mon numéro 84 est ma première entrée de jeu uniquement à 2 joueurs, donc exclusivement un jeu à 2 joueurs, et c'est le jeu de Uwe Rosenberg, Patchwork. Patchwork? Donc, jeu de 2014, jeu que j'ai joué quand même beaucoup, que je vais probablement continuer à jouer. Je n'ai pas essayé le nouveau Patchwork Doodle, je crois. Exact. Donc, à voir, peut-être qu'il pourra se faire remplacer, je sais pas. Mais c'est un jeu que j'ai tellement expliqué souvent. C'est tellement un bon jeu à 2. C'est plutôt abstrait comme mécanique. Une fois qu'on comprend le jeu, généralement, quand je l'explique, je dis la première partie, c'est normal que tu finisses avec des points négatifs. C'est le genre de jeu qui est très punitif. Et la première partie, on s'en rend pas compte à quel point il l'est, mais à force de jouer, on comprend un peu mieux là, comment optimiser un jeu aux formes tétraminales. Donc, Des tétraminos. des tétraminos à la Tetris. OK, c'est déjà la Tetris. Bon. Mais probablement son plus grand jeu de ce type-là pour Uwe Rosenberg, pour moi, se retrouve en 84e position, Patchwork. Ouais, puis je vais quand même en profiter juste pour faire une petite parenthèse sur Patchwork Doodle. Divulgateur, il ne se retrouve pas dans mon top, mais pourrait très bien s'y retrouver si, en fait, quand j'y aurais joué un peu plus, parce que je suis pas mal persuadé que je vais y rejouer. Pour moi, en Nice. fait, c'était l'implémentation parfaite de Patchwork où tu peux jouer à beaucoup plus de joueurs. En OK. fait, théoriquement illimité de joueurs. C'est Ah un ouais, OK. choisi et coche Ben oui, ben oui. dans lequel on va dessiner. Et c'est un délire, ce jeu-là, parce que ça vient avec des crayons de couleur. Et sérieusement, il y avait des moments là, autour de la table où personne jouait. Tout le monde faisait juste colorier son plateau parce que tu as une feuille blanche dans laquelle tu vas placer tes formes, puis tout le monde place un peu les mêmes formes. Puis là, il t'encourage à dessiner. Puis là, tu dis, hey, passe-moi le crayon jaune, je vais faire des points. OK. Puis là, c'est qui a le crayon mauve? Là? Puis là, personne joue, ça fait 3 minutes. Là. Exactement. Donc, très relaxant comme jeu. J'ai adoré ça. Il faut voir est-ce que ça reste qu'il y a une assez grande profondeur pour que ça devienne un jeu qui monte dans le top. Mais bon choix, Patchwork. Numéro 83. Et sur BGG, pour le numéro 83, on retrouve un genre de classique un peu obscur, même si dans le fond, il est dans le top 100. Là, c'est le jeu Eon End. Gros jeu de cartes. Mais là, en fait, il y a Eon End Legacy là, qui est sorti, qui a fait beaucoup de vagues là, ces temps-ci. Mais Eon End, qui est un gros jeu de cartes, Kickstarter, je connais pas, en fait. J'ai jamais joué. C'est le genre de jeu qui se retrouve dans le top 100 et que tu peux jamais acheter en boutique, mais qu'il y a 2000 personnes qui ont acheté sur Kickstarter. C'est quand même 5000 ratings, là, 5700 ratings. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont joué. Ça a l'air cool, mais bon, aucune idée. Mon numéro 83, c'est le jeu Space Cadet de la famille Engelstein. Space Cadet sorti en 2012, qui est vraiment le concept de on est dans un vaisseau spatial à la Star Trek et chaque personne a son rôle précis et chaque rôle précis est associé à un mini-jeu, jeu coopératif dans l'espace où on va avoir des phases en temps réel où chaque joueur va accomplir ses missions qui sont relatives à son poste. Donc, le pilote va avoir son mini-jeu, la personne qui s'occupe des boucliers, etc., dans des scènes d'action. Et tout ça, tu peux aussi jouer une espèce de mode campagne, là, justement, où les missions deviennent de plus en plus difficiles. 2012, hein, c'est comme une autre époque pour le jeu. C'est pas ce qu'on a maintenant. Jeu très long à expliquer, très difficile à expliquer parce qu'il faut que tu expliques chaque rôle à chaque personne. Et en plus, ça se peut que pendant la partie, les gens changent de rôle. Donc, toujours un peu chaotique, mais ô combien innovant, en fait. À quel point ce jeu-là m'a inspiré dans ma vie. C'est quand même assez grandiose, là, en termes d'inspiration. C'est dans les jeux qui m'ont le plus inspiré, là. Ouais, ben écoute, je pense que pour ma part, c'est un jeu que j'ai pas joué assez souvent
et qui, à cause de la longueur d'explication, je pense qui est dur à ressortir. Malheureusement. Il y a eu, il y a eu son buzz, là, son moment de gloire quand il est sorti. Mais ouais, pour moi, là, je pense que ça va être très dur pour moi de faire une nouvelle partie de ça. Même si j'aime beaucoup le thème, puis c'est vraiment, vraiment éclaté comme jeu, puis c'est vraiment le fun. Juste la longueur des explications, on s'en sort pas en bas d'une heure. Là. Non, c'est effectivement difficile. C'est pour ça que tu veux jouer avec le même groupe. Puis une de mes meilleures expériences de Space Cadet, c'est quand on a joué 3 parties de suite. Ouais. Donc Ouais, là, justement, on a comme le... poussé le scénario un peu. On a fait 3 parties de suite. Et là, on sentait vraiment, OK, ça va être vraiment cool, ça va être vraiment le fun, mais... Puis on s'améliore, donc on peut aller plus loin, puis exact. on peut faire plus de choses. Là. Exactement, mais sauf que aussi l'autre problématique, c'est qu'en réalité, c'est un jeu qui se joue à 6-7 joueurs. Donc en plus tu sais, c'est pas juste, OK, on est 3, puis on peut jouer. Tu peux jouer à 3, mais j'exagère 6-7, mais je pense que comme 5, c'est pas mal le meilleur nombre, ce qui est quand même beaucoup là, pour un jeu de cette complexité-là. Alors, mon numéro 83, un jeu de vélo. Le seul jeu de vélo qui va se retrouver sur cette liste, forcément, c'est le jeu Flamme Rouge. Boom! Alors, Flamme Rouge, ben oui, on fait une course de vélo. On a 2 courseurs et chacun de nos courseurs a son paquet de cartes spécifiques. On a un sprinter et un runner. Qui ont, ces paquets de cartes-là ont des valeurs différentes entre les 2 courseurs. Donc, des valeurs entre, je crois, 2 et 9, quelque chose comme ça. C'est forcément évidemment le nombre de cases qu'on va avancer sur le plateau, mais dès qu'on va avoir joué une carte, cette carte va être brûlée, donc on ne pourra plus la réutiliser pour le restant de la course. Donc, ça va être aussi le concept de essayer de garder ses forces pour la fin, pas brûler toutes ces grosses cartes au début. Et il y a le concept d'aspiration qui marche très bien. Donc, on essaye de rester dans ce peloton à la fin du peloton, mais de se faire aspirer par les pelotons en avant. Comme ça, on va avancer plus vite, mais en dépensant moins d'efforts. Et à chaque tour, le joueur qui est en avant de peloton ou les différents courseurs qui sont devant de peloton vont avoir des cartes fatigue, donc des cartes 2 qui vont se rajouter à leur paquet de cartes. C'est les seules cartes qu'on va pouvoir rajouter à notre paquet. C'est des cartes de fatigue. Donc, on essaie de ne pas en accumuler trop, essayer de rester en milieu de peloton et vers la fin de percer, faire une percée, d'aller gagner la course. Je trouve que pour sa simplicité, c'est un jeu qui simule bien quand même le concept, les stratégies d'une course. Bon, ça reste très, très simple et je suis loin d'être un expert en vélo. Mais pour ce que j'en connais et ce que je sais du vélo, je trouve qu'il exploite bien. Après ça, il y a une extension qui est sortie qui rajoute quand même beaucoup de possibilités, différents circuits. Plus de joueurs aussi. Plus de joueurs. Tu passes d'un jeu à 4 qui peut être joué jusqu'à 12. Donc, c'est quand même assez spécial. À ce niveau-là, puis qui rajoute des types de pistes différents parce que, bon, dans le jeu de base, chaque piste a 2 côtés. Chaque morceau de piste a 2 côtés, puis tu as des cartes qui vont te dire comment assembler les pistes. Tu vas pouvoir avoir plusieurs pistes, mais en gros, tu as des montées puis des descentes qui changent un petit peu les règles d'aspiration. Mais dans l'extension, tu vas avoir des pistes qui vont avoir juste un espace ou 3 d'espace de large, donc qui va changer un petit peu la donne et les types de circuits. C'est un jeu léger, mais que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment le fun dans les jeux de course, que je trouve très cool. Gestion de main, principalement, c'est ça la mécanique. Donc, Flamme Rouge. Flamme Rouge, tout simplement le meilleur jeu de course de vélo. On aura la chance d'en reparler un peu plus tard. Numéro 82. Et cette fois sur BGG, on a en 82e position le jeu Agricola édition révisée. Donc, c'est quand même assez spécial parce que on a Agricola normal aussi qui se retrouve bien plus haut sur la liste. Donc, on a Agricola édition révisée. Je pourrais même pas vous dire vraiment c'est quoi la différence. Il doit y avoir des cartes qui ont été recalibrées, des choses comme ça, des petits changements. Je ne peux pas croire que le jeu est fondamentalement différent, là. Ben oui, hein, c'est vrai. Le jeu sorti en 2007 à la base, qui est là, une version revisitée qui est aussi 2016. dans le top 100, mais qui est comme... Donc, ça veut dire que ça, il y a une grosse puissance. D'ailleurs, Agricola était dans le top 5 là, quand nous, on a commencé à découvrir BGG, le monde des jeux et tout ça. Agricola était... il était très haut, ouais. Il était très haut. Qui est encore haut, l'autre version, on va le voir dans...
6-7 épisodes. Dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Mon numéro 82, il s'agit du jeu Can't Stop. Oh, shit. Can't Stop, un classique des jeux de pouce ta chance, un jeu emblématique du genre, un jeu avec pratiquement pas de thématique. En fait, c'est un jeu d'escalade, mais ça n'a pas rapport. Genre, c'est un jeu d'alpinisme, mais pas vraiment. Un jeu de dés, en fait, hein, où le concept est on va rouler 2 dés et on va augmenter dans des pistes en fonction du chiffre qu'on va rouler. Bien entendu, avec 2 dés, vous le savez, beaucoup plus de chances de rouler un 7 que n'importe quoi d'autre et beaucoup moins de chances de rouler un 12 et un 2. Donc, toutes les pistes ont une longueur qui est relative à la chance qu'on a de rouler ça. Donc, plus moins on a de chance de le rouler, moins la piste est longue. Et le but va être de se rendre au bout d'un certain nombre de pistes avant les autres joueurs. Ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais Can't Stop, d'après moi, la plupart des gens connaissent ça. Sinon, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Un jeu de pouce ta chance exceptionnel. En fait, encore une fois, on parlait des jeux qui augmentent le niveau de décibels. Can't Stop augmente le niveau de décibels. Les gens s'enflamment rapidement avec Can't Stop. Et le jeu porte tellement bien son nom, en fait. Je me rappelle pas. J'ai beaucoup de difficultés à jouer à Can't Stop. Je joue énormément. Là. Je dois jouer chaque semaine, quand même, plusieurs parties. Et j'en joue même j'en joue beaucoup en ligne. Une petite partie comme ça de Can't Stop. Et j'essaye toujours de faire d'un coup toutes les 3 rangées, en fait. Une fois, un de mes amis a fait les 3 rangées d'un coup et depuis ce jour, en fait, je suis comme, il faut que je le fasse. C'est pour ça que tu perds toutes tes games parce que tu pushes trop ta chance à chaque fois. À chaque fois, je me dis, tu veux 6, 7, 8, je l'ai fait d'une shot. J'ai pas réussi à le faire encore, mais c'est mon objectif pour Can't Stop. Donc, mais j'adore ce jeu-là, en fait. Sid Sackson, c'est un jeu 1980. Excellent jeu. Un jeu qui fait partie de ma shortlist, je te dirais, pas loin du top 100, mais pas joué assez là, pour vraiment qu'il fasse partie du top. Mais en effet, bon choix, bon jeu. Excellent choix. Alors pour moi, mon numéro 82, et on est là, hein? Je pense que ça, c'est le top. Ça, c'est le top des jeux de trade. C'est ton meilleur jeu de trade? Non, c'est pas le top, mais je veux dire que ça, c'est on est dans le top 10 où se retrouvent le plus de jeux d'échange de négociation. Oui, c'est vrai, t'avais Sheriff, t'avais D-Maker. OK, t'avais déjà ta tendance. Et là, on est avec le gros classique. Jeu de 1999, Chinatown. Exactement. Donc, grand classique au niveau des jeux d'échange. Jeu qui... en gros, va nous demander de construire le quartier chinois. On va construire des dim sum, puis des places de photos, puis des restaurants, des buanderies. Donc, on va peupler ce quartier-là. Notre but, ça va être de... Bon, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de territoire. Donc, notre but, ça va être d'aller... on va à chaque tour piger et avoir des territoires sur le plateau. Et ensuite, on va avoir des bâtiments qu'on va devoir placer sur nos territoires. Mais forcément, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir des territoires adjacents et placer le même type de bâtiment adjacent dans le but de faire des plus gros bâtiments. Donc, si j'ai un bâtiment de 3 buildings identiques collés un sur l'autre, ça va me rapporter plus d'argent que s'il y en a juste un tout seul. Donc, c'est là que la beauté, c'est que les territoires, on va les avoir un peu au hasard et les bâtiments aussi. On va essayer d'échanger autant les territoires que les bâtiments avec les autres joueurs pour essayer justement de créer ces gros centres-là et de ramasser le plus d'argent possible. C'est un jeu d'échange aussi où tu peux pas mal connaître la valeur de ton échange, donc c'est aussi plus facile peut-être à évaluer si un échange est positif ou négatif pour toi, parce que généralement, la valeur est assez connue et tu peux savoir si tu es gagnant ou perdant sur l'échange. Mais bon, grand classique, hein, c'est là, moi. C'est pas un jeu que je vais jouer si souvent que ça, mais dans les jeux d'échange, c'en est un que je suis bien prêt à continuer à jouer encore, et c'est Chinatown. Oui, Chinatown, merci Jeff. Je sais que souvent tu acceptes de jouer à ce jeu d'échange, qui est un des seuls d'ailleurs, c'est vrai, auquel tu acceptes de jouer. En tout cas, vous connaissez mon amour pour les jeux d'échange et je pense qu'il y a beaucoup de jeux dans cet épisode-ci que JF a nommé qu'on va pouvoir reparler là, très prochainement. Plus tard, hein? Numéro 81. Et en fait, le numéro 81, c'est sur BGG, c'est Pandémie Iberia, qui est une version de Pandémie à laquelle je n'ai pas joué, en fait, que je sais qu'elle est assez populaire. Donc, Iberia aussi, qui n'est pas nécessairement quelque chose que je connais non plus, mais on va jouer des infirmières, des infirmiers, des docteurs, des marins. Sur ça. On est plus dans la thématique...
début de l'industrialisation. OK. Parce Cool. que dans le fond, ça va être des chemins de fer. Il n'y a pas d'avion dans le jeu. Là. Tu peux pas te téléporter à une autre ville. Tu vas plus comme construire des chemins de fer qui vont te permettre de te déplacer plus rapidement. Et l'autre particularité, c'est que les virus ont... comme pendant le classique, ton but, c'est donc d'éliminer les virus, trouver les remèdes, mais dépendamment du niveau de difficulté que tu joues, les virus vont avoir des bonus. Comme le virus bleu, là, je ne me rappelle plus, là, mais comme le virus bleu, quand il y a une éclosion, il rajoute plus de cubes que ce qu'il fait normalement. Ou tel truc, lui, quand il se propage, il peut se propager à 2 villes de distance au lieu de juste une ville. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que les maladies ont leur pouvoir spécial. Tu peux ne pas jouer avec, mais généralement, tu vas jouer avec 1 ou 2 pouvoirs spéciaux. Ouais, OK. Tu peux varier, là. Mais si tu joues avec les 4 pouvoirs spéciaux des virus, là, tu risques de te faire de perdre. Ouais, c'est le mode expert. Là, donc, c'est un peu comme ça où tu gères la difficulté, mais une belle variation. Pandémie, on le sait, on en a parlé un peu à l'autre épisode d'ailleurs, vont sortir une nouvelle version là, en temps réel, mais c'est une des franchises les mieux développées là, de l'industrie du jeu pratiquement. En fait, on disait tantôt justement, mon numéro 81 est un jeu que JF a mentionné il y a vraiment pas si longtemps. En fait, en 85e position, on a failli avoir un match. C'est le jeu Sheriff of Nottingham, qui est le jeu de négociation, si on veut, qui est le moins bien noté pour moi, mais qui est quand même dans mon top 100, là, mais qui est le moins bien noté. Il y en aura des beaucoup plus hauts, en fait. Mais j'adore le concept de ce jeu-là, les petites enveloppes dans lesquelles on va cacher des choses et qu'on va essayer de convaincre quelqu'un que qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe est le vrai. Je ne sais pas pourquoi il a baissé. Pour moi, il a baissé beaucoup. En fait, il devait être dans le top 40 à un certain point. Et il a baissé beaucoup, peut-être parce que j'étais pas capable de renouveler ma stratégie de joueur. De varier l'expérience. Je sais que c'était pas nécessairement le jeu qui était toujours pareil, mais c'était comment moi je le jouais. Et en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a des techniques pour être sûr de gagner quand tu joues à ce jeu-là. Et j'essaie toujours de les faire, bien entendu. Mais ça marche plus maintenant. Au début, ça marchait tout le temps. J'ai gagné toutes mes premières parties de Sheriff. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à rejouer avec les mêmes personnes, ils n'ont jamais accepté de refaire la même technique. Et depuis ce temps-là, j'ai que perdu. Mais là, je ne suis pas capable de changer de paradigme. Mais j'adore quand même ce jeu-là. C'est un jeu que j'aime bien sortir. 5 joueurs, 45 minutes, 1 heure. Très simple à expliquer. Négociation, mais sans que ça soit éternel. Puis sans qu'il y ait trop de chicanes entre les gens. Sheriff, je trouve ça très, très cool. Sheriff of Nottingham. Bon choix. Et pour mon numéro 81, le dernier jeu de cette liste, de cet épisode, un jeu emblématique des jeux de négociation et de backstab et de traîtrise et de on va perdre nos amitiés en jouant à ça pendant 7 heures de temps dans un chalet reclus. C'est le jeu de diplomatie. Hein? Il faut avoir joué à ça, je pense. Je pense que c'est un incontournable, autant parce que c'est un vieux jeu qui est encore relativement actuel de nos jours. C'est un jeu qui a pas beaucoup de règles et qui est très simple au niveau mécanique. Jeu de confrontation, hein, forcément, et avec aucun dé, pas d'hasard. Aucun hasard, zéro hasard. Que de la grosse diplomatie, que du gros backstab, des ententes et tout ça. Un jeu qui commence en 1900, qui va nous mettre à la tête d'un pays, notre but va être évidemment d'élargir nos frontières et essayer de conquérir de plus en plus de territoires jusqu'à aller conquérir le territoire des autres joueurs. C'est un jeu d'alliance, donc non formel, c'est-à-dire qu'on peut s'allier avec quelqu'un et le backstabber tout de suite après dans un tour. Mais ce qui est la grande tension du jeu, c'est qu'on va avoir 20 minutes ou on va avoir un certain temps pour discuter et faire des ententes entre joueurs. Et ensuite, tout le monde va marquer les actions qu'on veut faire sur un papier et on va les révéler. Donc, quand on révèle les actions, on ne peut plus les changer. Là. Donc, quand tu vois un joueur qui révèle son action, qui n'a pas fait ce qu'il m'avait dit qu'il allait faire, c'est des ententes à double sens. À double sens. Fait que, toi, tu fais ça, moi, je fais ça.
Fait que tu comptes sur sa bonne foi pour qu'il le fait. S'il le fait pas puis que toi tu le fais, ben tu t'es un peu fait avoir. Donc tu essaies de bien gérer ta diplomatie entre les différents pays. Mais donc tous les ordres sont remis en même temps, sont résolus en même temps. Et une fois que la situation, que tous les ordres ont été résolus, ben on a une nouvelle situation, on repart en diplomatie avant de redonner nos ordres. Grand classique pour moi, diplomatie. Je pense qu'il se retrouve aussi bas sur la liste. C'est bien sûr à cause de son temps de jeu très long, assez intense au niveau des discussions et des ententes, des négociations. Donc, je ne suis pas généralement un grand fan. Donc, forcément, a perdu peut-être quelques places pour mon goût personnel, mais c'est tellement un classique, je pouvais pas le mettre. Ouais, non, mais c'est ça, je vois, tu sais, je sais que c'est, comme tu dis, c'est pas nécessairement ton genre de jeu, mais diplomatie, c'est une coche au-dessus de presque tout ce qui existe. C'est un jeu, en fait, qui crée des expériences à tout coup. Tout le monde qui a joué à diplomatie s'en rappelle. Oui, bien entendu, à cause que c'est long, mais surtout à cause que ça crée des moments. Des moments qui sont vraiment uniques et qui pourront pratiquement jamais se reproduire d'une partie à l'autre. Il y a un grand facteur humain là-dedans qui va toujours varier. Plusieurs particularités sur diplomatie. Bien entendu, une des particularités uniques de ce jeu-là, c'est qu'on peut réellement gagner en alliance. Les alliances sont informelles, donc à n'importe quel moment, on peut briser ou faire une alliance dans le jeu, mais on peut aussi gagner par alliance. Donc, ce qui habituellement dans les jeux, c'est plus rare. Habituellement, ça va être, tu peux être allié avec quelqu'un, mais à un certain point, il va falloir qu'un des deux remporte la partie et pas l'autre. Alors qu'à diplomatie, 2, 3, 4, 5, en fait, n'importe combien de gens peuvent gagner ensemble. Tant qu'il y a un minimum qui est respecté. Là, oui, c'est ça. Il y a certaines règles pour pouvoir gagner. Et une des particularités cool aussi, c'est que tu peux faire ça tant que tous les autres joueurs qui ne sont pas dans ceux qui gagnent acceptent. Fait que si, mettons, c'est 7 joueurs diplomatie, fait que nous, on est 4, on a le bon nombre de territoires, on veut gagner, OK? On dit, OK, nous, on veut gagner, mais les 3 joueurs qui ne sont pas dans notre alliance, ils doivent dire oui pour que notre victoire soit officielle. Okay, ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut que tous les joueurs qui restent, tous ceux qui ne gagnent pas, acceptent que tu gagnes. Donc, c'est comme capituler à une équipe. Ouais. Fait que c'est pas juste d'avoir la condition. Fait que tu as la condition, non, c'est pas suffisant. Il faut que tu aies la condition et que les autres joueurs acceptent. Souvent, quand tu as la condition, ça veut dire que les autres se sont fait un peu éradiquer. Mais donc, c'est ça, on aura la chance d'en reparler en fait bien plus tard de diplomatie. Mais ça, c'est une des grandes particularités du jeu. Une autre des particularités aussi, c'est que c'est un jeu de guerre, okay, de confrontation directe. Tu commences le jeu avec 3 unités. Ouais. Si ta partie va bien, là, à ton apogée, tu vas en avoir 6, 7. Donc, c'est pas un jeu là, où on déplace des armées. Tu as 6 unités. Tu as 6 mouvements à écrire. C'est pas beaucoup. Là. Donc, ça, c'est aussi ce qui surprend les gens quand ils jouent à la diplomatie. La première fois, tu places le plateau, puis tu es comme, sont où mes unités? Ah, ben, tu as 2 bateaux là, puis une armée de terre là. OK. Donc, chaque choix est très significatif. Oui, ben juste 2 types d'unités, ça fait que c'est assez simple à gérer. Hein, fait que il y a quand même beaucoup d'options. Puis chaque pays aussi, tu le sens. Ils n'ont pas un pouvoir spécial, mais tu sens par sa... Ils sont vraiment différents. Ils sont vraiment différents. Par le nombre de capitales, puis par quels sont les pays adjacents et proches. Et leur situation géographique. Ah, man, c'est complètement des styles de jeu complètement différents. Si tu joues l'Allemagne, puis tu touches à tous les pays, versus si tu joues l'Austro-Hongrie, puis tu parles juste à la Turquie, puis à la Russie. Puis là, t'es pris dans une fight pour la Black Sea, mais là, tu parles jamais à la France. C'est ça, il y a des tensions, il y a beaucoup de choses, et chaque armée a son style. Mais chaque partie est vraiment mémorable. En fait, dans mes expériences les plus fortes de jeu, c'est presque toutes des parties de diplomatie, en fait. Ouais. Mais bon, comme on a dit, on aura la chance d'en reparler. D'ailleurs, JF, on vient de terminer le 2e épisode de la saison 5 de Balado Ludique Top 100. Donc, merci tout le monde d'être là. Comme on vous l'a dit, pas d'actualité, pas de prétention, rien que des gens qui parlent de jeux denses. 300 jeux, 10 épisodes, une journée d'enregistrement. On remercie notre distributeur jeux.ca et Phil Studio qui nous fournit du matériel pour qu'on puisse enregistrer ça. JF, je pense que ça va être bien cool comme aventure. Oh yes, c'est pas fini, on se revoit dans quelques minutes. Et pour les spectateurs, on se revoit la semaine prochaine. Ciao!